Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis et auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Alors, nous sommes le samedi 29 mars 2025. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission destinée à décrypter les principaux événements qui ont marqué la semaine africaine. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la guerre au Soudan. Il est intitulé « Guerre au Soudan, les paramilitaires en perte de vitesse ». Près de 2 ans après le début de la guerre au Soudan, l'armée a repris le contrôle de Khartoum au terme d'une offensive contre les paramilitaires des forces de soutien rapide. Le général Abdel Fattah al-Burhan est rentré triomphalement dans la capitale soudanaise mercredi 26 mars pour célébrer cette reconquête. Cette séquence marque, selon plusieurs observateurs, un tournant majeur dans le conflit qui reflète l'incapacité des FSR à tenir tête aux troupes de l'armée soudanaise et à garder les territoires conquis. Alors, à l'exception des régions d'El Gnina au Darfour occidental, de Niyala au Darfour du sud et d'autres parties du Darfour du nord, les forces dirigées par le général Hamdan Daglo n'exercent plus aucun contrôle clair au Soudan. Les opérations lancées par ces forces pour contrôler la ville stratégique d'El Fashar ont également échoué à ce jour. Alors, assistons-nous à une déroute des FSR? L'offensive de l'armée à Khartoum a-t-elle marqué un tournant dans la guerre avec les forces de soutien rapide? Les forces de soutien rapide sont-elles confrontées à une impasse politique après la déclaration du département d'État américain qui a qualifié la prise du palais présidentiel par les troupes d'Al-Burhan d'événements importants dans le cours de la guerre? C'est ce dont nous allons débattre dans le numéro de l'événement du Sahel d'aujourd'hui. Alors pour parler de ce conflit où se mêlent à la fois lutte pour le pouvoir et guerre de procuration, il y a avec nous Ahmed Kateb, journaliste, ancien directeur de Canal Algérie et présentement chercheur en sciences politiques. Ahmed Kateb, bonjour. Bonjour Zine Chafaoui, Mokhran Touarabi et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci Ahmed Kateb d'avoir présenté mon second invité. Effectivement, il s'agit de Mokhran Touarabi, journaliste spécialiste des questions de sécurité en Afrique et consultant de l'émission. Bonjour Mokhran Touarabi. Bonjour Zine, bonjour Ahmed Kateb et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement sur les ondes d'Ifriqiya FM. Merci à vous deux. Alors, sans transition, Ahmed Kateb, alors aussitôt son arrivée à Khartoum, le général Abdel Fattah al-Burhan s'est rendu au palais présidentiel après que ses troupes aient repris le siège de la Banque centrale. Donc, il était important qu'il se rende dans ce lieu de pouvoir. Est-ce que cela a une symbolique particulière? Est-ce qu'il avait, à partir de ce lieu de pouvoir, des messages à donner à la fois en interne et en externe? Tout à fait. C'est un lieu de pouvoir symbolique, vous le dites si bien. La reprise du palais présidentiel a été concomitante avec la reprise de l'aéroport et de la Banque centrale. Oui. Donc 3 points névralgiques où se situe la souveraineté d'un État. Aéroport, Banque centrale et palais présidentiel. Donc on est dans 3 lieux hautement symboliques pour l'exercice du pouvoir dans n'importe quel pays. Et là, il s'agit bien du Soudan. Oui. Après presque 2 ans depuis la perte de Khartoum, oui. Qui a été prise par les forces de soutien rapide du général Daglo Diahmiti. Donc aujourd'hui, l'armée soudanaise reprend possession de la capitale. Oui. Ça, c'est un fait très important parce qu'il faut dire que le gouvernement a déménagé, a trouvé son siège à Port-Soudan. Port-Soudan, c'est à 700 km de Khartoum. De Khartoum, ville portuaire qui se trouve en face de Jeddah. Oui. Pourquoi en face de Jeddah? On va y revenir tout à l'heure. Oui. Donc en Arabie Saoudite. Ça, c'est très important. Et
ce qu'il y a lieu également de relever, c'est qu'aujourd'hui, il y a, semble-t-il, une sorte de consensus régional et international pour permettre justement cette reprise en main par l'armée soudanaise, par le Conseil de souveraineté, donc par le général-président Abdel Fattah el-Burhan. Et ça, c'est un élément très important également. Effectivement, Ahmed Katoub, c'est un élément que nous allons développer au cours de l'émission. Mais avant d'y parvenir, donc aujourd'hui, les troupes de Abdel Fattah el-Burhan, les troupes du général Abdel Fattah el-Burhan, contrôlent donc l'essentiel de la capitale. Alors l'annonce de la libération de la capitale a été faite avant-hier. Donc aujourd'hui, à travers sa présence au palais présidentiel, Burhan veut dire au monde en interne, aujourd'hui, le chef, c'est à nouveau moi. Qui veut traiter avec le Soudan devra d'abord traiter avec moi, ou du moins maintenant le Soudan, c'est moi. Oui, il l'a toujours dit. Oui, il n'a jamais accepté ni concédé quelque partage que ce soit du pouvoir avec son rival, le général Hamiti. Donc ça, c'est mais clair. là, ces déclarations avec la reprise de Khartoum prennent plus de poids et de sens. Oui. Pourquoi ? On le prend plus au sérieux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un haut lieu de l'exercice du pouvoir politique, symbolique. Donc le palais présidentiel, dans tous les pays du monde, est présenté comme le centre névralgique du pouvoir. Donc la reprise de ce centre névralgique équivaut à une quasi-victoire d'El-Burhan. Là c'est une forte symbolique. C'est une symbolique très forte. Et là, le message est double en direction de la population soudanaise. Donc ici, El-Burhan se veut très rassurant pour dire à ses compatriotes que le gouvernement tient le pouvoir. Oui, c'est une manière de dire aussi, attention, maintenant le chef c'est moi, ne suivez pas le général Hamdan Daglo et ses troupes. Tout État moderne est un État qui détient les outils et les moyens de coercition légaux. Donc le gouvernement soudanais réaffirme sa souveraineté à qui veut l'entendre, en interne, mais surtout en direction de l'extérieur. Et là, je suppose qu'on va parler des déclarations du vice-chef d'état-major de l'armée soudanaise, le général Yasser Al-Atta. Exact. Croyez-toi, Rabi, alors le retour de l'armée soudanaise s'est fait attendre. Au début de la guerre, face à l'avancée des FSR, le chef de l'armée soudanaise, Al-Burhan, a été contraint de délocaliser complètement le commandement militaire à Port-Soudan, comme l'a dit tout à l'heure Ahmed Katoub. Alors pour Soudan, c'est un port qui est situé à 700 km de la capitale. Qu'est-ce qui a changé depuis depuis la mi-juin 2024, il y a eu mi-juin et surtout septembre 2024. Il y a eu une tournée qui a été faite par le général Burhan dans plusieurs capitales régionales et internationales. On assiste à un basculement du tout au tout. Donc qui a permis justement donc à l'armée régulière soudanaise, qui est dirigée par Al-Burhan, de bénéficier de soutien de certaines capitales. C'est une armée qui a reçu de l'armement durant le deuxième semestre de 2024, qui lui a permis justement d'enregistrer des victoires sur le terrain et de faire face au FSR, qui bénéficie justement d'un soutien direct important des Émirats arabes unis à travers notamment le Tchad. Il y a eu un pont qui permettait à ces forces de recevoir l'armement nécessaire et même des renforts en mercenaires. Donc face à ça, Al-Burhan il a changé de stratégie. Donc il a
Il a fait le tour avec beaucoup de pays. Il a pu obtenir des soutiens et obtenir de l'armement important, déterminant notamment des drones. Parce que ces victoires n'auraient pas pu être réalisées n'était l'apport aérien important par les drones qui ont déstabilisé les forces de soutien rapide. Déjà, l'armée soudanaise avait le contrôle de l'espace aérien parce que jusque-là, ils étaient les seuls à disposer d'avions de chasse. Mais avec les drones, ils donnent le plus qui est la précision, c'est la possibilité d'aller justement attaquer directement des troupes qui sont stationnées notamment au niveau de la capitale. C'est ce qui a permis de reconquérir justement la capitale soudanaise, Khartoum, et le palais présidentiel, l'aéroport et tous les postes stratégiques de la ville. Alors l'opération concernant la prise de la capitale a commencé en septembre. En septembre 2024, ça a duré parce qu'en face, les forces de soutien rapide avaient les moyens de résister. Et là, le basculement, justement, c'est à la fois, il y a un repositionnement constaté de la Russie par rapport au dossier. Jusque-là, la Russie soutenait les FSA. On a la Turquie aussi qui aujourd'hui est du côté beaucoup plus elle est du côté d'Al-Burhan. Il y a d'autres acteurs, et les États-Unis d'Amérique aussi, qui ne soutiennent pas les forces de soutien rapide, d'ailleurs, qui sont justement accusés d'atrocités de masse et de crimes de guerre. D'ailleurs, Hamdan Daglo est interdit du territoire américain. De séjour aux États-Unis. Tous ces ingrédients font que Al-Burhan, aussi, il y a un autre élément que je voudrais souligner. En interne aussi, il y a eu une reconfiguration, un repositionnement. Al-Burhan qui a pu bénéficier du soutien des forces qui étaient avec Al-Bashir islamique. Donc il y avait des bataillons mobilisés qui ont permis justement à Al-Burhan de gagner ces batailles, notamment autour de Khartoum. Donc, mais au niveau interne aussi, il y a une redistribution des cartes. Al-Burhan a réussi à fédérer toutes les forces qui étaient avec Omar al-Bashir, du temps d'Omar al-Bashir, qui était marginalisé un certain temps. Il a réussi à les récupérer et à les mettre en ordre de bataille, ce qui lui a permis justement d'enregistrer des avancées assez importantes. Très bien. Ahmed Kateb, on peut le deviner, Al-Burhan a dû recevoir des armes en quantité, de l'argent en quantité, à la fois pour lever des troupes, c'est comme ça que cela se fait. L'argent est le nerf de la guerre avant tout. Tout à fait. Mais avant d'y arriver, comment les FSR ont-ils réussi à conquérir de larges pans du territoire soudanais? Leur offensive a été fulgurante. Vous vous souvenez, en 2023. Oui, en 2023, en avril 2023, le 15 avril 2023, l'armée avait depuis bien du mal à freiner la progression des FSR, donc ils prenaient ville après ville, qui de plus en plus, en plus de leur bastion historique, c'est le Darfour, étaient parvenus à étendre leur présence au nord, au sud de Khartoum. Fin 2023, les FSR avaient infligé une défaite particulièrement humiliante à l'armée de Burhan en s'emparant de la ville de Wadi Madani, capitale de l'État d'Al Jazeera. Un affront lavé depuis la mégapole de 400 000 habitants a été reconquise par l'armée 2025. Donc on sent vraiment qu'il y a un basculement du rapport de force en faveur de l'armée. Est-il symptomatique d'un essoufflement au sein des paramilitaires? À quoi est dû cet essoufflement des FSR? Est-ce qu'on a des éléments de réponse Pour des éléments de réponse, et ça reste des éléments de réponse, ouais. Moi je pense que cet essoufflement est dû à une sorte de pression à l'international. Il ne faut pas perdre de vue que le conflit au Soudan est un conflit par procuration. Oui. C'est une guerre par procuration. Il y a une guerre pour le pouvoir, une guerre de leadership, mais effectivement, ce sont des partis étrangères qui se sont greffés sur des partis internes afin de lutter à mort pour le leadership politique et surtout pour
la captation des richesses économiques. Oui. Ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. On rappellera aux auditeurs que le SFR, Soudan est un pays extrêmement riche. Extrêmement riche. Des terres arables, les plus arables d'Afrique probablement. Les plus fertiles d'Afrique, un cheptel à hauteur de centaines de millions de têtes. Des mines d'or. Des mines d'or, des mines de cuivre, d'argent. Donc c'est une richesse. Et un port sur la mer Rouge. Incommensurable. Et il faut garder à l'esprit d'abord que les forces de soutien rapide, c'est les descendants des Janjaouides. Oui. D'ailleurs, le narratif officiel soudanais ne les désigne pas par force de soutien rapide. Il les appelle El Janjaouid. Donc, de triste mémoire, c'était les milices qui étaient responsables d'affreux massacres au Darfour à partir civile. de 2003 jusqu'à la signature d'un accord de paix en 2020. Oui, donc 2020. C'est pratiquement 15 années ou 17 années de guerre larvée, de conflits, d'atrocités, de crimes contre l'humanité, etc. Oui. Et les forces de soutien rapide avaient le monopole de l'extraction et de la vente de l'or. Oui. Et là, on comprend la connexion entre Hamiti et les Émirats arabes unis parce que les forces de soutien rapide, après l'extraction de l'or, blanchissaient ou écoulaient carrément l'or en direction des Émirats arabes unis. Oui. Qui est une plaque tournante dans le trafic d'or à l'international. Donc, un paradis fiscal. On peut relater sans fin ces qualificatifs. Maintenant, il faudrait savoir également qu'au départ, il y avait une sorte de polarisation. Donc, El Borhan avait reçu le soutien direct de l'Égypte, indirect d'Arabie Saoudite. Mais Deglo, le général Deglo Hamiti, avait reçu le soutien de la Russie par le biais des Wagner. Il avait reçu également le soutien de l'Iran. Il avait reçu le soutien surtout des Émirats arabes unis, mais également d'Israël. Maintenant, il semblerait que l'Iran ait changé de fusil d'épaule, la Russie également. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, le général président Abdel Fattah al-Burhan a réussi à conclure un accord avec la Russie pour des facilités militaires, maritimes à Port-Soudan. C'est très important pour les Russes. En plein cœur de la mer Rouge. Et des Russes qui viennent de perdre aussi leur base en Syrie. Il faut des alternatives à la Syrie. Parfaitement. L'Iran a envoyé des avions de chasse au Soudan, donc au profit du général Abdel Fattah al-Burhan. Et la Chine également a octroyé des avions de chasse également au président al-Burhan. Donc le Burhan réussit à faire le consensus autour de sa personne. On n'oublie pas une transaction à hauteur de 120 millions de dollars avec la Turquie, la société Bektar, pour l'acquisition de drones. Et en contrepartie, la négociation avait porté sur des concessions économiques, minières, au profit des Turcs, à savoir l'exploitation des mines d'or, de cuivre et d'argent. Donc on voit qu'il y a une sorte de marchandage. Et Al-Burhan a réussi à capter des soutiens pour porter un coup dur, décisif, aux forces de soutien rapide. Ce n'est pas uniquement ça. Il faut savoir également que les États-Unis, le Congrès, a déterminé, a prouvé qu'il y avait, comme vient de le citer Moqanet Warabi, un pont aérien entre les Émirats et le Tchad, au profit des forces de soutien rapide. Donc un transfert d'armement massif. C'est ça. Et il y avait également une aide émiratie à partir de Libye via le général Haftar. Et là, les États-Unis ont déclaré une société émiratie, société entre guillemets pratiquement hors la loi, parce qu'elle était en train de soutenir les FSR qui ont commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc on comprend comment les Émirats ont un petit peu levé la main sur leur soutien, mais en parallèle,
comment Abdel Fattah el-Burhan a réussi à mobiliser des soutiens. Le dernier, et pas des moindres, c'est celui de l'Arabie Saoudite. Exactement. Donc on comprend également qu'il y a une guerre larvée entre Riyad et Abu Dhabi par rapport à ça. Mais justement, il est en visite en Arabie Saoudite. Actuellement, il est en visite. Exactement. Qanatou Arabi, vous disiez, donc le général Burhan est en visite. Il est actuellement en Arabie Saoudite, 2 jours après avoir reconquis justement le palais présidentiel. Et il est à Jeddah actuellement. Et sachant que l'Arabie Saoudite joue un rôle important dans la médiation, dans le conflit. Les accords de Jeddah déjà. En mai 2023. Voilà, un mois après la guerre civile, le début de la guerre civile. Et aujourd'hui, même si l'objet de la visite n'a pas été révélé, les détails, on ne les connaît pas encore, mais il est clair que il est parti là-bas pour faire le point sur l'évolution de la situation et sur comment l'Arabie Saoudite va accompagner el-Burhan pour justement reconquérir l'ensemble du territoire national. Il y a un élément important. Selon des sources soudanaises, donc le général el-Burhan était à Jeddah. Hier, il a rencontré le prince héritier à la Mecque. 2 jours auparavant, le président Mahamat Idriss Déby Itno était à la Mecque. Oui. Il a rencontré le prince héritier. Il n'est pas impossible La concomitance des 2 visites peut révéler une sorte de médiation très discrète des Saoudiens entre Khartoum et N'Djamena. Exactement. Pour déconnecter N'Djamena des FSR et surtout d'Abu Dhabi. Et surtout que la tension est montée ces derniers jours entre Khartoum et N'Djamena au sujet justement du soutien apporté par le Tchad au FSR et aussi aux activités des Émirats. Parce que la prochaine bataille, ça va être le Darfour. Le Darfour, c'est la frontière avec le Tchad. Donc, si les FSR réussissent donc à fortifier leur position dans cette région où ils contrôlent les 4 États sur 5, 4 États sur 5 du Darfour, donc le gros du territoire qui est aussi riche par la plupart des mines d'or se trouvent au Darfour. C'est une bataille existentielle pour les FSR. C'est leur seul, je pense maintenant avec les pertes qu'ils ont essuyées au niveau du centre des pertes humaines et de matériel. Donc ils vont renforcer leur position au niveau du Darfour parce que c'est la prochaine bataille. D'ailleurs, même el-Burhan l'a souligné aujourd'hui. Ils vont essayer justement de repousser autour d'El-Fashir les forces, les FSR qui encerclent depuis un moment la capitale du Nord Darfour. Donc le rôle du Tchad dans cette bataille serait important. Et avec ce déplacement, il est fort probable qu'ils vont essayer de trouver un terrain d'entente pour que le Tchad, justement, cesse d'apporter son soutien au FSR pour donner toutes les chances à cette volonté de reconquérir ce territoire dont le conflit ne date pas de cette guerre civile. Il remonte à bien loin, l'affaire du Darfour. Mais là, il y a une volonté, justement, d'el-Burhan d'utiliser tous les réseaux, tous ses soutiens au niveau international pour faire pression à la fois sur le Tchad, mais aussi sur les Émirats arabes unis, à travers notamment, ils espèrent aujourd'hui avec la nouvelle administration Trump, qu'il y ait plus de pression sur les Émirats qui ont beaucoup d'intérêt avec les Américains. Et alors, défaite militaire ou recul des FSR, mais on le sent aussi, défaite politique des Émirats. Donc les Émirats sont en recul dans la région, parce que il s'agissait certes d'un bras de fer entre 2 généraux, alors le général el-Burhan et le général Hamdan Daglo pour les FSR, mais en arrière-fond, en toile de fond, c'était surtout un bras de fer entre les Émirats et l'Arabie Saoudite. Là, on sent aussi que non seulement les FSR perdent du terrain, ils cumulent les défaites militaires, mais je pense que la chute de Khartoum ou la reprise par l'armée soudanaise de Khartoum marque aussi une défaite politique cuisante pour les FSR. Tout à fait, c'est une défaite parce que les FSR se sont enorgueillis il y a quelques semaines déjà
d'avoir préparé une constitution de transition et d'avoir un petit peu négocié avec des forces politiques locales à Khartoum une sorte de gouvernement d'union nationale où plusieurs partis avaient mis la main à la pâte en espérant faire sortir le pays de l'impasse. Et là, donc c'est un double désaveu. C'est un double désaveu. Politique et militaire. Et on comprend le problème parce que c'est les parrains. Le parrain émirati a subi des pressions américaines. Et les soutiens du général Al-Burhan ont mis la pression pour que les prochaines étapes soient des étapes décisives. Donc la reprise de la capitale et des hauts lieux de la souveraineté politique. La prochaine bataille avant le Darfour, ça sera le Kordofan, pour pouvoir passer au Darfour. Et là, l'enjeu est grand. Pourquoi ? Parce qu'il faut que Khartoum puisse s'allier la neutralité du moins bienveillante de N'Djamena. Et là, la situation est complexe. Pourquoi ? Parce que les populations du Darfour, donc la province d'origine des forces de soutien rapide, sont pratiquement les mêmes, ethniquement, culturellement, linguistiquement, etc. Les Zahraouis, ethnie dont est issu justement le président tchadien. D'ailleurs, l'ethnie Zahraoui ne comprend pas comment le président tchadien apporte son soutien au FSR dans leur guerre contre Khartoum. Donc, et là, et surtout que les FSR ont massacré des Arabes. Des Zahraouis, de part et d'autre de la frontière soudano-tchadienne, il y a des connexions humaines. Et le Tchad est la prochaine, peut-être, la prochaine étape pour pouvoir garantir une victoire décisive pour le gouvernement soudanais, c'est-à-dire pour le général-président Abdel Fattah al-Burhan. Et là, on comprend la médiation discrète de l'Arabie saoudite entre les deux hommes. Qui est aussi l'un des initiateurs d'un processus de paix avec les États-Unis. Le processus de Jeddah, qui a échoué parce que malgré la signature des accords entre les deux protagonistes, à chaque fois, les FSR dénonçaient et reprenaient les combats. Moukhaya Torabi, restons avec les Émirats arabes unis. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour ce petit émirat du Golfe. Alors, la Cour internationale de justice a annoncé hier qu'elle tiendrait des séances le 10 avril après qu'une plainte ait été déposée par le Soudan contre les Émirats une plainte qui l'accuse d'être impliqué dans des crimes de guerre au Soudan. Là, ça doit être une nouvelle assez dure pour les Émirats. Tout à fait. Et c'est une nouvelle assez dure, mais en même temps, c'est une carte de pression. Encore une preuve de son implication, non seulement dans le soutien, mais également dans les combats au Soudan. Il finance des mercenaires et des renforts. On ne peut pas penser que les SFR avaient les capacités humaines de faire une guerre de 2 années, une guerre d'usure sur 2 années, alors qu'il avait à peine 50 000 hommes, avec toutes les pertes humaines qu'ils ont dû subir tout au long du conflit. S'ils arrivent à tenir, c'est parce que non seulement ils recevaient des armes financées par les Émirats arabes unis, à travers notamment le Tchad et la Libye, mais aussi des mercenaires. Et financer des mercenaires, les Émirats arabes unis. Et ce n'est pas la première fois que le Soudan accuse les Émirats arabes unis d'être partie prenante de ce conflit et de contribuer justement à des crimes de guerre commis par les SFR qui sont documentés par des agences de l'ONU. Exactement. Il y a eu plusieurs séances de dénonciation au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les Émirats ont toujours nié le fait d'avoir et tout, mais comme l'a souligné
Ahmed Kateb, le Congrès américain Oui, a les preuves matérielles. Et c'est clair que les Émirats soutiennent les FSR. Donc avec cette affaire qui est entre les mains de la Cour internationale de justice, la CIJ, automatiquement, ça va contribuer à resserrer encore les taux sur les Émirats pour qu'ils cessent de soutenir les FSR. Et plus globalement, en Moukhallatou Arabi, justement, c'est l'objet. Oui, oui. Vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être Non. Justement, je me tourne vers Ahmed Kateb. Est-ce qu'à travers. Alors, c'est pratiquement le deuxième théâtre de crise en Afrique où les Émirats arabes unis essuient un échec cinglant. Le premier, c'est la Libye. Ils ont poussé avec un autre acteur extra-régional, ils ont poussé les troupes de Haftar à lancer une offensive contre Tripoli en 2019. L'opération n'a pas réussi. On retrouve les Émirats au Soudan, on les retrouve au Mali. Est-ce que c'est... on sent il y a une volonté claire des Émirats d'avoir une politique d'influence qui va au-delà du Moyen-Orient. Les raisons, on peut en parler tout à l'heure si vous le voulez, mais c'est une politique extrêmement belliqueuse. À travers l'échec en Libye et au Soudan, est-ce que ce n'est pas justement l'échec de cette approche émiratée qui est une approche à la fois agressive et extrêmement belliqueuse? Très probablement. Je pense que ça a commencé en 2011 avec ce qu'on appelait à l'époque les révoltes arabes. Les printemps arabes de 2011. Les Émirats avaient pesé de tout leur poids. Avant, on les entendait pas beaucoup. Avant, il y avait une autre stratégie. Était plus soft. À partir de 2011, ils ont pris fait et cause. On est dans l'interventionnisme. Directement. Pour renverser le guide de la révolution libyenne, feu Muammar Kadhafi. Donc on se rappelle du sommet de Paris et de l'insistance des Émirats pour bombarder Tripoli, pour engager les forces de l'OTAN, d'ailleurs symboliquement quelques appareils, quelques avions de chasse émiratis ont largué des bombes sur la Libye. Donc ce n'est pas rien déjà. Ça dénote d'une volonté belliqueuse et c'est cette volonté qu'on retrouve un peu partout. On est dans l'ingérence. On est dans une sorte de projection de force et les Émirats sont très souvent par les stratèges qualifiés de la nouvelle Sparte du monde arabe. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de la Grèce antique, Sparte était la rivale d'Athènes et la rivale militariste d'Athènes surtout pour capter des ports et des positions stratégiques en mer Égée et dans le Péloponnèse. Aujourd'hui, Abu Dhabi est la nouvelle Sparte parce qu'elle veut un pied-à-terre sur de nombreuses positions stratégiques à travers le monde. Donc, on a d'abord le Yémen. Il ne faut pas oublier que les Émirats sont engagés au Yémen. Ils ont quasiment pris l'île de Socotra, qui est stratégique. Ils sont présents aussi au sud, en mer d'Arabie. Du Yémen. Ils ont pris des îlots dans Bab el-Mandeb. Donc, pour pouvoir avoir un pied-à-terre, pour contrôler le flux maritime en direction de la mer Rouge et du canal de Suez. Ils sont également au Somaliland, donc dans le nord de la Somalie. Ils ont soutenu Khalifa Haftar en Libye, dans l'est libyen, et Hamdan Daglo dans l'ouest soudanais. Donc on voit qu'ils sont dans une stratégie de déploiement à travers la Corne de l'Afrique et le Sahel. Ils ont avancé en direction du Mali et on retrouve la connexion entre les Émirats et le Maroc, concernant les financements émiratis dans les territoires sahraouis occupés, surtout dans le port de Dakhla. Et on voit que les Émiratis sont les principaux sponsors
du corridor atlantique que le Maroc a proposé aux pays du Sahel. Pour les désenclaver, oui. Tout à fait. Mali, Burkina, Niger et Tchad, pour soi-disant les désenclaver, en oubliant un fait géographique majeur et géopolitique, c'est que pour arriver au territoire sahraoui occupé, il faut passer par la Mauritanie, et là la Mauritanie n'a pas donné son accord. Donc il y a un problème, et les Émirats sont dans tous ces coups fourrés dans la région de la Corne de l'Afrique et du Sahel, et on comprend qu'ils sont déjà, eux, un outil où ils agissent par procuration au profit d'un parrain qui n'est autre qu'Israël. L'entité sur liste, effectivement. Le plan proposé par le Maroc au pays du Sahel pour les désenclaver est un plan qui ne tient pas vraiment la route, puisque les pays du Sahel ont déjà choisi Cotonou et les ports aussi de Côte d'Ivoire et du Togo pour faire acheminer leurs marchandises. Ils ont déjà, il y a la transaérienne qui leur permet dans un futur proche aussi... Avec les ports secs. Les ports secs. Qui sont prévus, de ports secs qui sont prévus au Niger, proposés par l'Algérie au Niger et au Mali, et qui vont être directement reliés au port de Djenjen, effectivement, qui va leur donner la possibilité d'aller directement sur le marché européen. Donc voilà. Mais effectivement, donc revenons aux Émirats, Moukhanet Touarabi. Les Émirats maintenant sont passés maîtres dans la déstabilisation des États. Les Émirats ont utilisé les milices de Hamidati, donc de Hamdan Daglo, pour déstabiliser le Yémen. Comme il l'a souligné, c'est à partir de là que les liens sont tissés avec Hamdan Daglo. Et c'est aujourd'hui, si les Émirats sont en train encore de chercher à renforcer les positions des FSR au Soudan, c'est parce que grâce à Hamdan Daglo, ils ont la garantie de piller encore, parce que il s'agit de pillage, des richesses aurifères du Soudan, en contrepartie d'un soutien militaire de position, sachant que Hamdan Daglo possède une société avec sa famille, une société qui est basée à Dubaï et qui est justement chargée de en quelque sorte envoyer l'or extrait d'une manière illégale au Soudan sur le marché émirati. Il alimente le marché émirati. En Libye aussi, c'est la même chose. Ça veut dire c'est un État maintenant qui a compris qu'il doit bénéficier d'autres ressources en dehors de son territoire, qui est désertique, en dehors du pétrole et du gaz et des services. Les Émirats ne produisent absolument rien d'autre. Aujourd'hui, ils cherchent donc tous les pays où ils sont présents. Donc, il y a des richesses, des ressources naturelles, soit il y a des positions géopolitiques, géostratégiques assez importantes. Donc, ils offrent, ils cherchent à les contrôler au service de ses parrains, parce que qui dit les Émirats, dit Israël, dit le lobby sioniste international. Alors, Ahmed Kateb, en difficulté revenons maintenant un peu au Soudan, en difficulté sur le terrain. Ahmeti a mené ces derniers mois une tournée diplomatique régionale en Ouganda, en Éthiopie ou encore au Kenya. Alors toujours en quête de légitimité, il avait même annoncé en février depuis Nairobi la création d'un gouvernement parallèle visant à administrer directement, vous en avez parlé tout à l'heure, les territoires sous contrôle des FSR. L'initiative a été fermement rejetée par le général Burhan, qui ont accusé le président kényan, d'ailleurs William Ruto, de soutenir son rival. Alors, les États d'Afrique de l'Est qui ont reçu Ahmeti auraient pu peser en faveur d'une phase de négociation, mais sur le plan militaire, ils ne l'ont pas fait, alors que maintenant même les États-Unis se sont dit contre le gouvernement parallèle que propose Daglo. Aujourd'hui, il ne reste plus rien à Hamdan Daglo, apparemment. Il ne reste plus rien, sauf peut-être quelques soutiens locaux
l'Ouganda, qui continue à soutenir les FSR. Oui. Le Soudan du Sud, plus ou moins, et qui tente une sorte de médiation entre Daglo et El Burhan. Donc, Hamdan Daglo... On n'est pas loin de l'épilogue. N'a plus le vent en poupe. Et peut-être ça sera une sorte de crépuscule des dieux wagnériens pour ce mercenaire en chef qui a commencé sa vie comme berger et qui finit général. Qui finit général par simple nomination du président El-Bashir, l'ancien président soudanais, et avec un surnom de Hamiti, mon protecteur, parce qu'il a protégé par rapport à tout l'épisode malheureux de la guerre du Darfour. Très bien, alors très bien Ahmed Kateb, c'était le mot de la fin. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la guerre au Soudan. On participait à ce numéro notre confrère Mqorana Tourabi, donc journaliste spécialiste des questions sécuritaires en Afrique et consultant de l'émission, Ahmed Kateb, journaliste, ancien directeur de Canal Algérie et chercheur en sciences politiques. Alors pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début, sachez que vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur la page Facebook d'Ifriqiya FM. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Amin Zouaoui. À la console technique, il y avait Imad. Au streaming, il y avait Ahlam. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.